Alors, Maître Patrick, on observe dans la ville de Kinshasa une démolition quasi systématique des habitations, de magasins. On veut savoir quelle est la légalité de cette opération et quel est l'impact social. Vous avez la parole, 7 minutes pour nous entretenir à ce sujet. Merci, honorable président, pour l'octroi du verbe. Je crois que je vais devoir remercier le bureau, mais aussi les honorables étudiants qui sont dans cette salle. Je crois que je vous avais envoyé les drafts que j'avais préparés, mais je vais devoir lire à l'intention peut-être de gens qui nous suivent. Honorable président, honorable membre du bureau, distingué parlementaire, étudiant, je suis honoré de m'adresser à vous aujourd'hui sur le sujet aussi délicat qui est central pour le devenir de notre capitale, la prolifération des constructions anarchiques et les démolitions qu'en découlent. À Kinshasa, les désordres urbanistiques et fonciers n'est pas un fait nouveau. Il est le fruit d'une croissance démographique non planifiée, d'un encadrement institutionnel parfois faible et d'une absence de contrôle rigoureux de l'occupation du sol. Les pouvoirs publics ont entrepris à juste titre des opérations de démolition pour remettre de l'ordre. Toutefois, ces actions doivent reposer sur des fondements juridiques solides et tenir compte de leurs conséquences sociales. Je me propose donc de traiter cette question sous deux angles. La légalité des démolitions que nous sommes en train de voir et les impacts sociaux. Je vais commencer par la légalité des démolitions en droit foncier et urbanisme. Plusieurs textes juridiques fondent les opérations de démolition. Lorsqu'elles visent à rétablir l'ordre urbain, la Constitution qui est le Magna Carta, la loi mère, la loi des lois, a prévu à son article 34. Permettez que je puisse lire l'article 34. L'article 34 du Magna Carta, la Constitution dispose ce qui suit. La propriété privée est sacrée. L'État garantit les droits à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Qui encourage l'État, il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul, c'est là où je suis, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Si nous allons plus loin, il est dit, ni ne peut être saisi, là je ne suis pas là. Ça c'est le Magna Carta. En ce qui concerne la législation, la législation elle est abondante. Vous avez la loi numéro 73
021 du 20 juillet 1973, tel que modifié la loi numéro 80 008 qui régit les régimes fonciers et immobiliers en RDC. Elle distingue la propriété privée de la concession perpétuelle ou ordinaire, qui est un droit d'usage accordé par l'État à toute occupation sans titre constitue une infraction. Le décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme, encore en vigueur, fixe les règles de planification urbaine. Il impose l'obtention d'un permis de construire. Article 4. Le décret numéro 13/41 du 30 décembre 2013 relatif à l'aménagement du territoire impose au projet d'urbanisation de respecter les plans directeurs, les zones réglementées et interdit toute implantation dans les zones inappropriées. Enfin, le code pénal congolais, à son article 177, réprime l'occupation illégale du domaine public. Ces bases, voulais-je dire, légales, montrent clairement que les autorités ont le droit d'intervenir, mais doivent le faire dans le respect de la procédure administrative, du contradictoire et de la dignité humaine. Je suis maintenant au point D, l'impact social. Un droit au logement, à la dignité. Derrière chaque démolition, il y a des vies bouleversées, telles que nous sommes en train de constater. Derrière ça, il y a des vies bouleversées. Et même si l'occupation était irrégulière, l'intervention publique doit être socialement responsable. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par la RDC, reconnaît à toute personne le droit à un logement décent. Mais aussi le Magna Carta, la Constitution de la République démocratique du Congo, je crois à son article 47, je crois qu'à article 48, voulais-je dire, le droit à un logement décent, le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis. L'État fixe les modalités. Qui fixe les modalités pour avoir un logement décent, c'est l'État. En d'autres termes, démolir peut être juridiquement justifié, mais socialement destructeur. Si cela se fait sans recensement préalable, sans indemnisation, voulais-je dire, ou relogement et sans dialogue communautaire, vers une approche équilibrée, recommandation. Pour le respect de la loi, justice sociale, je recommande la systématisation de la notification préalable avec possibilité pour les occupants de présenter leur titre ou justification. Le recensement social et la cartographie des zones à risque ou à démolir. Des alternatives d'aménagement ou de relogement dans les cas humanitaires. L'évaluation a des impacts sociaux avant toute opération d'envergure. Conclusion. Très cher honorable président, membre du bureau, c'est comme ça qu'on dit. Notre défi
Comprenez-moi, c'est ma toute première fois de participer à cette plénière. Notre défi collectif est de bâtir une ville respectueuse du droit, mais aussi respectueuse des citoyens, car un urbanisme autoritaire, déconnecté de l'humain, finit toujours par créer des tensions durables. Nous avons les instruments juridiques, mais nous avons aussi un devoir moral. Celui de concilier ordre et justice, légalité et dignité, planification et solidarité. Je vous remercie. Merci, Maître Patrick, Honorable Miché, pour votre intervention à ce sujet. Et l'Honorable Obel se prépare. J'espère que vous avez de quoi noter. S'il y a des questions, merci. Honorable Miché, vous avez la parole, 1 minute. Honorable Président, membres du bureau, chers parlementaires, nous remercions Maître Patrick pour sa brillante lecture. Je salue également sa position en rapport avec le sujet inscrit dans l'ordre du jour, l'extrait du rôle donc. Honorable Président, cela me pousse à me poser la question de savoir dans quel pays sommes-nous? Ubisumous, dans un état où l'État vous réveille le matin. Vous avez dit quoi? Ubisumous. C'est en quelle langue comme ça? Le latin. Ah, lingua latina. J'avais oublié de le dire. Il se pourrait que ce soit les seuls avocats congolais qui parlent chinois. Peut-être qu'il nous fera plaisir en prenant parole. Je crois qu'on doit réveiller l'invité parce que quand il parlait, nous écoutions encore. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer, honorable. D'accord. J'étais tantôt disant que je me posais la question de savoir si nous sommes dans quel pays. Un pays où le matin vous vous réveillez, l'État vous donne un certificat de conformité, il vous autorise donc de bâtir votre maison, et le soir, le même État revient dormir pour démolir. Il vient détruire toute votre construction au nom de la lutte contre l'anarchie. Voilà même la définition de ce que je peux appeler la barbarie étatique. Cela ne peut se passer que dans une république bananière. Mais honorable président, chers parlementaires, l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 juin 2013 portant réglementation de l'octroi de permis de construire en RDC est clair. Le permis est délivré au nom de l'État, qu'il soit national ou provincial. L'article 18 du même test évoqué atteste ou précise en ce sens. Le certificat de conformité démontre le respect des normes urbanistiques telles que prévues dans ces présents permis. Eu égard à toutes les dispositions légales que nous venons d'évoquer. Comment expliquer que malgré la validation en bonne et due forme, l'hôtel de ville se réveille un bon matin sans notification préalable ni procédure contradictoire pour démolir? Comment cela se justifie? Ça dépasse parfois mon entendement. Honorable président, chers invités, chers parlementaires, tenez, la destruction des constructions légalement reconnues par l'État lui-même est une atteinte grave aux droits des citoyens. Ces phénomènes, honorable président, elles zappent la crédibilité de nos institutions. Elles brisent davantage la confiance du peuple envers les autorités et exposent des familles à des drames humains insoutenables. Pour ce faire, ces démolitions ne sont pas seulement injustifiées,
elles sont arbitraires. Honorable Président, les victimes doivent être indemnisées. C'est la question de justice. Ce n'est pas une faveur, Monsieur le Président. Et il en va également pour notre dignité nationale. J'ai dit Honorable Président. Merci, Honorable Timothée, Honorable Aubaine, pour votre allocution. Et l'Honorable Timothée se prépare. Honorable Président, chers membres du bureau, chers collègues parlementaires, contrairement à certaines allégations entendues dans cette salle, permettez-moi d'affirmer que la démolition des constructions anarchiques constitue une mesure salutaire, à la fois pour les prétendues victimes et pour l'ensemble de la population. Les nombreux cas d'inondation, d'électrocution et d'autres catastrophes urbaines dont nous sommes témoins sont souvent les conséquences directes de ces implications illégales. Ces situations doivent nous servir de leçon et nous pousser à soutenir sans réserve toute initiative visant à rétablir l'ordre urbanistique dans nos villes. Cependant, nous appelons les autorités compétentes à agir avec justice et impartialité. Les démolitions ne doivent pas être sélectives ni motivées par des considérations subjectives, allais-je dire. Elles doivent s'inscrire dans un plan d'aménagement clair, transparent et respectueux à l'intérêt général. J'ai dit, cher Président. Merci, Honorable Aubel, Honorable Timothée. Et l'Honorable Enoch se prépare. Honorable Président, distingués membres du bureau, messieurs et dames en vos qualités et titres, chers collègues parlementaires, j'aimerais quand même saluer la pertinence de l'exposé de Maître. Tout à l'heure, on a dit que vous êtes secrétaire général adjoint d'un parti politique, certainement du pouvoir. Et donc, je pense... Vous n'êtes pas du pouvoir. Ok, ouais. Merci pour cet éclaircissement. Et donc, mon prédécesseur ici a abordé l'aspect juridique. Moi, j'aimerais aborder l'aspect social, c'est-à-dire que les faits que ces actes ont dans la société. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire, Honorable Président, que, admettons un papa de plus de 75 ans, qui a travaillé pour son pays avec honneur. Et aujourd'hui, il est à la retraite. Honorable Président, ce papa, en ce net moment, il dort dehors. Il dort dehors, pourquoi, chers collègues? Son seul crime, c'est d'avoir acheté une parcelle dans la légalité. C'est-à-dire, il a obtenu un permis de construire, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il a obtenu un certificat de conformité. Donc, il a obtenu tous les documents requis pour avoir sa parcelle. Et après 30 ans, après 15 ans, l'État congolais décrète que sa maison est une construction anarchique. Et donc je me pose quand même une question, Honorable Président, distingués membres du bureau, chers collègues. À cet âge avancé, où ira-t-il, ce papa de plus de 75 ans? Où trouvera-t-il la force, le moyen nécessaire pour reconstruire? Où trouvera-t-il la force pour reconstruire une vie déjà achevée? Honorable Président, un État digne, Honorable Président, doit tendre vers la protection de la population. C'est même ça les principes fondateurs d'un État de droit, la protection de la population et non vers son émulation. Ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa, je pense que ce n'est pas une opération d'assainissement, non. C'est plutôt une violation de règles sociales, une cruauté déguisée en politique publique. Parce qu'on détruit pour détruire. Et donc, je suis quand même étonné, Honorable Président, je suis étonné de voir que on nous dit que c'est une nouveauté. Non, parce que l'ancien gouverneur, M. Ngobila, et le vice-gouverneur Jokoko Moulumba ont fait la même chose. Ils ont cassé, ils ont démoli. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Plus de poussière dans la ville, plus de misère et rien. Donc, Honorable Président, avec votre permission, j'aimerais quand même m'adresser à Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour rappeler à Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qu'il est issu d'un parti politique dont le slogan est « Le peuple d'abord ». Honorable Président, distingués membres du bureau, chers collègues, le peuple d'abord, c'est aussi
écouter les aspirations du peuple. Le peuple, d'abord, c'est aussi répondre aux besoins primaires de sa population. Et donc, je rappelle à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, d'avoir un peu plus de retenue, de ne pas écouter plus le discours flatteur, mais plutôt d'écouter les discours, les cris de détresse de sa population. Je chute pour dire ceci, honorable président, un État qui ne sait pas protéger le sien, c'est un État qui se détruit lui-même. J'ai dit, honorable président. Merci, honorable Timothée. Honorable Enoch, vous avez la parole. Le peuple d'abord. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, j'ai salué en passant la pertinente intervention et non la lecture de l'invité du jour. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, je pense qu'il y a une controverse d'ordre juridique qu'il faudrait élucider, puisque cette question met en exergue d'une part la notion de l'expropriation pour cause d'utilité publique et la démolition. La majeure partie de ceux qui ont intervenu sur ce sujet pensent qu'il faudrait au préalable qu'il y ait d'une part une indemnisation et l'enquête préalable afin que l'on puisse démolir. Or, la démolition n'est pas à confondre avec l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui elle exige au préalable une procédure d'enquête et après il y aura une procédure de définition de l'utilité publique et ensuite s'en suivra une indemnisation. Et on ne peut exproprier qu'une personne qui a bâti une construction sur un terrain qu'il a acquis légalement tout en respectant le texte de la République démocratique du Congo. Or, dans la démolition, on est plutôt dans l'optique d'une construction anarchique ou en d'autres termes, d'un constructeur de mauvaise foi. Parce qu'en droit civil de bien ou en droit administratif de bien, on fait une différence entre le constructeur de mauvaise foi et le constructeur de bonne foi. Et lorsqu'on est en face d'un constructeur de mauvaise foi, on peut démolir sa construction sur pied d'une sanction et à ses frais. Et pour être plus pragmatique, honorable président, il y a un décret, un arrêté interministériel du 29 octobre 1993 sur la réglementation des servitudes. À l'article 1er de ce décret, il est défini les espaces sur lesquels on ne peut pas construire. Et parmi lesquels on parle des espaces verts, les emprises des entreprises publiques de l'État et tout ce qui va avec. Si on prend l'article 25 du Code foncier, il est dit clairement qu'il on peut entendre par un constructeur de mauvaise foi. On a énuméré les hypothèses. Et l'article 4 de cet arrêté interministériel dit que lorsqu'un citoyen construirait dans le domaine élucidé à l'article 1er du décret, cette construction sera démolie à ses propres frais. Donc sur le plan légal, on se trouve face à une démolition légalement faite. Parce que la démolition est une sanction contrairement à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc je crois que, honorable président, c'était une précision à apporter. La démolition qui a été faite par l'hôtel Les Vides n'est pas contraire à la loi, d'autant plus que c'était une démolition faite sur les terrains de l'ONATRA. Or, l'ONATRA est une entreprise publique et l'article 1er de l'arrêté cité par nous définit clairement que lorsqu'on est en face des terres des entreprises publiques et qu'il y a une construction là-dessus, on peut démolir, mais aux frais de personnes qui ont construit. Donc on n'a même pas besoin d'enquêter, on n'a pas besoin de prévenir, on n'a pas besoin d'indemniser parce qu'on est en face d'une personne qui est constructeur de mauvaise foi. J'ai dit honorable président. Merci honorable Enoch, mais avant peut-être que l'honorable Patrick n'intervienne, je voudrais qu'on éclaire les téléspectateurs parce qu'il y a des détails techniques que j'ai l'impression n'est pas être élucidés jusque-là. On parle des constructions anarchiques. Il faut en arriver à dire qu'est-ce qu'il faut entendre par construction anarchique. À en croire l'honorable Enoch, et construction anarchique, toute construction faite sur une servitude légale, c'est-à-dire un certain nombre de périmètres carrés, de terrains sur lesquels la loi a décidé que ces servitudes-là ne soient pas bâties. Alors, quand on se trouve face à une construction anarchique, parce que d'autres honorables évoquent ici que les concessions étaient régulièrement acquises, autorisation de construire, est-ce que lorsqu'on construit sur une emprise publique, on a l'autorisation de bâtir et même les certificats de conformité? C'est la fait de cette construction-là non anarchique, dans la mesure où elle se trouve sur une servitude. Il faut qu'on en arrive à élucider ça, parce que le détail, c'est qu'il ne faut pas qu'on entende par construction anarchique une maison pas bien construite. Ça peut être une maison bien construite avec autorisation de bâtir, mais sur un terrain
sur lesquels l'État a interdit, sur une emprese publique, ne respectant pas, par exemple, vous avez Godin-Poï qui est sous la haute tension, son église à Bandal. Vous avez l'ICHEF qui est construit à même le rail. Vous pouvez avoir les autorisations de bâtir, vous pouvez avoir donc les certificats d'enregistrement d'ailleurs de la parcelle, mais dans la mesure où les dispositions légales sont énervées dès le départ, parce que vous êtes sur une servitude légale, cette construction est donc anarchique. Et vous ne pouvez pas faire prévaloir donc les certificats d'enregistrement, vous ne pouvez pas faire valoir donc l'autorisation de construire dans la mesure où vous êtes sur une servitude. Donc je voudrais que techniquement vous puissiez élucider pour faire comprendre à nos téléspectateurs et aux victimes notamment, parce qu'il faut surtout aller dans un sens de prévenir les nouveaux acquéreurs de terrains, de maisons pour éviter ces genres de drames. Vous avez la parole, maître Patrick. Merci beaucoup, honorable président. Je voulais répondre à votre préoccupation. Qu'est-ce qu'on attend par une construction anarchique? D'abord, par définition, la construction est dite anarchique lorsque la personne n'a pas un permis ou la personne a construit sa maison sur une zone inappropriée ou la zone interdite. Et je voulais beaucoup plus me baser sur la loi pour expliciter sur qu'est-ce que dit la loi. Je vais prendre la loi, je vais prendre l'arrêté, voulais-je dire, interministériel numéro 0021 du 29 octobre 1993 portant application des réglementations sur les servitudes. Les ministres des Affaires foncières, des Travaux publics, aménagement du territoire, urbanisme et habitat. S'il vous plaît, vous pouvez nous aider pour besoin de temps de nous faire juste l'économie. Est-ce que ça dit, les gens vont lire comme vous avez énoncé En fait, il est clairement dit les zones de sécurité des dépôts des liquides en fait, les emprises des... Non, attendez. Article 1er, voulais-je dire. Au terme du présent arrêté, il faut attendre par servitude les espaces verts, les emprises des routes d'intérêt public conformément au plan d'urbanisme et plan cadastraux, les rives des cours allant jusqu'à moins de 10 mètres à partir de la ligne formée par les niveaux le plus élevés qu'atteignent les eaux dans leur période de déclin normal. Les emprises des lignes de haute tension sur une distance de 25 mètres de part et d'autre. Les emprises des chemins de fer de 5 à 50 mètres suivant catégorie. Les zones de sécurité des dépôts des liquides inflammables, des aéronefs, des établissements insalubres et des explosifs. Les emprises des cimetières, les emprises des bâtiments publics, les terrains des jeux et loisirs, les périmètres régis des eaux SNEL et ONPTZ à l'époque, ONPTC aujourd'hui, les zones de carrière réservées à l'extraction des produits du sous-sol. Toute occupation ou toute construction et tout lotissement dans les servitudes telles que définies à l'article 1er, je suis à l'article D, ci-dessous sont interdits. Donc une personne qui construit dans de telles servitudes telles que élucidées à l'article 1er peut se voir sa construction être démolie. La question fondamentale est, est-ce que ces gens-là peuvent être indemnisés ou pas? Parce que beaucoup de victimes que nous suivent pensent que l'État doit les indemniser. Ils ont construit avec l'autorisation de l'État. En effet, le problème est que aujourd'hui, toutes ces personnes-là ont pour la plupart les certificats d'enregistrement. Ils ont acquis ces terrains conformément à la loi. Quelle loi? Parce qu'ils violent la loi que vous venez d'élire. Non, j'ai dit
puisqu'il y a une autorité qui octroie les certificats d'enregistrement. Mais c'est des agents, c'est des agents. Qui ont qualité de décerner les certificats d'enregistrement. Lorsqu'une personne achète sa parcelle en bonne et due forme, il ne va pas se limiter là. Il ne va pas se limiter à détenir l'acte de vente. Il doit aller devant l'autorité compétente, qui est les conservateurs des titres immobiliers. Et lorsqu'il arrive au niveau du conservateur, il y a des documents qu'on demande. Entre autres, si la personne avait acheté sa parcelle, on demande l'acte de vente. Si la personne a acquis cette parcelle par un acte de cession, il brandit cet acte de cession. Soit si ce sont les héritiers qui ont hérité cette parcelle de leurs parents, ils vont brandir, soit les jugements. Ils sont les démolis jugements. aujourd'hui. C'est quoi le sort? Vous dites? On a démoli leur parcelle avec certificat d'enregistrement en main. Je crois qu'on a démoli. Je venais de vous dire ici que normalement, l'État devait éviter certaines situations. Avant la démolition, l'État devait approcher ces gens, discuter avec ces gens et voir dans quelle mesure il peut, sur le plan social, chercher d'autres endroits où il peut. Puisque, mais non, Maître Patrick, l'arrêté que vous lisez est contradictoire à ce que vous... Non, je suis sur le plan social. Je parle sur le plan social. Allons-y d'abord sur le plan juridique. Bon, sur le plan juridique, la loi est dure. La loi est dure et c'est la loi. Sur le plan juridique, il n'y a pas d'esquisse. Sur le plan juridique, maintenant, le problème qui se pose ici, c'est l'État lui-même qui octroie le permis de construire. L'État lui-même qui octroie les certificats d'enregistrement. Et ce même État, après, il se rebiffe pour dire vous avez construit sur des zones non édificantes. À qui la responsabilité? À qui la responsabilité? Non. La responsabilité revient à l'État, puisque c'est l'État qui devait. Puisqu'on dit mieux vaut prévenir que guérir. Mais non, je vous rappelle aussi que l'État dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc les acquéreurs ne sont pas aussi censés ignorer qu'il y a des servitudes sur lesquelles il ne faut pas acheter. C'est ça que je suis en train de dire. Mais quand vous dites que c'est l'État responsable, vous dédonnez un peu ceux qui ont acheté sur les terrains où on a travaillé ici. Attendez, pourquoi je dis l'État? Posez-moi la question. Posez-moi la question, pourquoi je dis c'est l'État qui est responsable? Puisque c'est l'État qui devait, lorsque ces gens étaient venus vers lui, déjà leur prévenir pour dire que vous avez mal acheté, ou l'endroit dans lequel ou sur lequel l'endroit dans lequel vous avez acheté, c'est un endroit, c'est une zone non édificante. Normalement, tu ne pouvais pas acheter et cette personne pouvait directement poursuivre son vendeur, voyez-vous. Mais lorsque la personne achète mal et que la personne se dirige vers l'État qui devait faire ce qu'on appelle le lotissement, puisque le lotissement c'est l'État qui le fait, ce n'est pas un individu, et l'État qui devait faire le lotissement devait avoir des garanties, devait dire à la personne nous ne pouvons pas lotir cet endroit tout simplement parce que c'est une zone non édificante et vous ne pouvez pas construire, et l'État ferme les yeux. Souvent c'est sur base de corruption. Et l'État ferme les yeux, l'État décerne ce qu'on appelle le certificat d'enregistrement. L'État va plus loin jusqu'à décerner le permis de construire. Donc ça veut dire l'État autorise à une personne qui a acheté ou à une personne qui a hérité de ses parents, et il a même ce qu'on appelle le jugement d'investiture. Ça veut dire même les juges acceptent, après avoir analysé les documents, les juges acceptent et ces héritiers se dirigent devant les conservateurs et les conservateurs établissent ce qu'on appelle les certificats d'enregistrement. Et après des années, ces pauvres héritiers
se verront que leur immeuble qu'ils ont construit péniblement être démoli. Raison pour laquelle je vous dis, la faute revient à l'État. Mieux vaut prévenir que guérir. L'État pouvait éviter cette situation bien avant. Puisqu'il y a le principe de continuité de l'État. Aujourd'hui, l'État ne peut pas dire à l'époque ce n'était pas nous, c'était le même État. Donc à l'époque, l'État pouvait prendre des précautions. J'ai compris, Maître Patrick, à ce stade, est-ce que les citoyens lésés peuvent saisir les instances judiciaires pour dire ok, une action civile contre l'État parce qu'il nous a autorisé, parce qu'il a confirmé, maintenant il vient démolir. Est-ce que c'est possible juridiquement? Je crois que actuellement, si ces gens, puisque je n'ai pas été consulté, ils sont en train de nous suivre, ils peuvent, parce que vous savez, tout ne se donne pas gratuitement. Je suis avocat, là vous m'appelez séance tenante, je peux peut-être appeler ces gens à venir ou soit à consulter les cabinets d'avocats puisqu'ils avaient mal acheté, ils avaient soit mal acheté ou ils ont été induits en erreur par l'État. Donc ils doivent, je ne peux pas les donner gratuitement, ils doivent consulter les cabinets d'avocats pour que qu'on les conseille ou qu'on leur dise les procédures qu'ils doivent entreprendre. Très bien. À ce stade, vous conseillerez les gouverneurs de la ville de Kinshasa à continuer cette opération ou à l'arrêter au regard de ce que vous évoquez? Je crois que je me pose même la question par rapport à l'acte que posent les gouverneurs. Est-ce que ça a été c'est fait suivant la loi, mais en suivant les victimes? Ils disent que c'est en violation de la loi. Ils n'ont pas été avertis, pour la plupart. Ils n'ont pas été avertis un matin. Non, vous êtes sur une servitude légale. Comment on va vous avertir? Pourquoi? Non, mais une mise en demeure. Quand on parle d'avertissement. Du ministre provincial de l'infrastructure, ils sont sur Internet. Bon, nous suivons ces gens. Ils disent qu'ils n'ont pas été. Ça vaut mise en demeure. Oui, ils n'ont pas été avertis. Mais sur les plans sociaux, l'État pouvait quand même faire quelque chose, puisque peut-être que induit en erreur, et aussi l'État a participé, puisque l'État fait partie des auteurs de ces actes. L'État a participé, puisque l'État a accepté que ces gens construisent. Très bien. Dernière question pour chuter.